Et toi, Léa, lorsque tu as décidé effectivement de faire cet accompagnement, notamment, quelle était ta demande finalement? Tu l'as un petit peu précisé tout à l'heure, mais si on creuse un peu. Je pense qu'il y avait plusieurs questions à l'intérieur de ma demande, c'est-à-dire que j'avais pas forcément confiance en moi, donc j'avais besoin de trouver confiance en moi pour pouvoir m'exprimer proprement, essayer de vraiment faire passer le message de pourquoi moi, pourquoi cette école. Améliorer mon argumentation qui va avec, comme je disais, et surtout expliquer mon histoire, c'est-à-dire, comme disait un peu Isabelle, lors du CV, on commence par le bas, mais voilà, réussir à développer une histoire cohérente sur le parcours professionnel. Ouais. Mhm. Et avec le recul, finalement, ça fait 2 ans que tu l'as fait, à peu près 2, 3 ans, ouais, c'est ça, le temps passe vite. Qu'est-ce que tu as gardé de ces moments-là? Qu'est-ce que tu as Ouais. sur quoi tu as pu capitaliser? Plusieurs choses, c'est-à-dire que la première chose, je pense, la plus importante que je n'utilise pas que lors des entretiens, mais aussi dans ma vie quotidienne, c'est vraiment cette introspection sur moi-même qu'on a fait avec le coach, parce que j'ai réussi à me connaître, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des éléments auxquels j'avais pas forcément réfléchi auparavant et que j'ai réussi à mettre des mots dessus, parce que des fois on pense à des choses, mais on n'arrive pas forcément à les exprimer proprement. Donc ça, c'était important. Et aussi, lors des entretiens, c'est vraiment c'est ce que j'ai retenu grâce au coaching, surtout, c'est essayer de se mettre à la place du jury, comme disait Isabelle, vraiment essayer de comprendre leurs attentes, euh, ce qu'ils veulent aussi, parce que ce sont des humains derrière leurs questions, donc c'est vraiment essayer de bien comprendre ce qu'ils veulent de nous, mais aussi, voilà, on est humain, donc c'est vraiment se mettre à la place du jury, quelque chose à laquelle j'avais pas forcément pas pensé avant mes premières séances de coaching. Ouais. Hmm, hmm. C'est vrai que lorsqu'on démarre avec les étudiants en général, dans le cadre de réussite en oral, c'est une méthodologie qu'on a mis en place. D'entrée, on les confronte d'une certaine façon en leur disant, ben voilà, je suis le jury, allez-y, présentez-vous. Et effectivement, assez rapidement, pour ceux qui démarrent pour la première fois, ils arrivent à parler 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, puis après, ils s'arrêtent. Et c'est là où le travail commence, parce que c'est une confrontation bienveillante et positive. Et on leur explique effectivement que cette approche met en œuvre ce que Isabelle a dit, que nous, on a simplement modélisé de manière un peu conceptuelle, mais très simple. C'est un triangle équilatéral dans lequel il y a 3 parties. La première partie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire demain et vers quoi je me dirige, quelle est l'envie d'avoir envie, un petit peu. C'est la projection effectivement de la raison pour laquelle je suis là. La deuxième partie qui est essentielle, qui va représenter 80-90%, c'est qui je suis et arriver à exprimer qui je suis pour un étudiant de 17 ans, un lycéen, 18 ans, et même des fois quand on reçoit effectivement des personnes, parce qu'on a tous été managers dans le recrutement à 30, 35, 40 ans, c'est pas forcément évident d'arriver à se décrire et à savoir effectivement pour quelles raisons et avec des exemples, des preuves, des environnements, tout ce qu'a dit Isabelle. Et la troisième partie de ce triangle, de sommet du triangle équilatéral, c'est pourquoi cette école et en quoi cette école va me permettre effectivement d'atteindre ça. Donc il faut tout savoir sur l'école et à la fois la contribution. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux apporter, comme Isabelle a dit, à l'école, qu'est-ce que l'école peut m'apporter. Donc c'est vraiment un contrat mutuel dans les parties qui permet effectivement d'avancer. L'autre point que j'ai noté qui me paraît effectivement intéressant, c'est cette fausse motivation, Isabelle. Hein, vous avez dit, ça m'est arrivé une seule fois en quasiment 15 ans, entre guillemets, de parcours de coaching où j'avais reçu une étudiante quasiment au dernier moment, pratiquement la veille ou l'avant-veille. Et le discours de l'étudiante qui préparait effectivement une école de management, c'était, j'avais perçu le discours de son père, de son papa. Et en fait, elle était absolument pas alignée avec ça, et j'ai pas osé à ce moment-là la confronter. Non, ça a été une rare fois, et elle a raté tous ses examens et tous ses concours. Parce qu'effectivement, au dernier moment, quand on se prépare comme ça, l'histoire que l'on va raconter par rapport à l'approche que l'on a, cette fausse motivation, là aussi, il faut arriver à se trouver et se détacher des fois, et c'est ce que je dis, vous en avez peut-être pas peu parlé à Isabelle, mais effectivement, c'est des points que nous, on voit en coaching assez régulièrement, c'est que souvent, les enfants de 17-18 ans reprennent indirectement l'histoire du papa et de la maman et se fabriquent une histoire au travers de ça. Pourquoi pas? La question, effectivement, c'est ensuite, face à un examinateur, d'arriver à tenir la distance et tenir effectivement son équilibre de sa vraie motivation et que ce ne soit pas de la fausse motivation telle que vous l'avez exprimée. Un commentaire peut-être par rapport à ça, Isabelle Oui,
Oui, alors, oui, oui, tout à fait. Alors, sachant qu'à 18 ans, il est quand même normal de pas forcément avoir une motivation, un métier passion. Enfin, rappelons-nous, et Léa, ça fait pas longtemps, mais Ouais. voilà, il faut quand même, je dirais, en fonction. Moi, quand j'étais chef de département de DUT, j'accueillais des étudiants donc en post-bac. C'est pas la même chose que des étudiants que j'accueille, par exemple, en DBA, qui ont déjà un parcours très très important, professionnel et de cursus universitaire. Donc, on accepte très bien qu'il y ait beaucoup de flou, qu'il y ait beaucoup de voilà mais pas se raconter d'histoire, en effet, ou pas vendre une mauvaise histoire. Il vaut mieux dire qu'on est un peu perdu, mais qu'on pense que dans cette formation, en effet, on va pouvoir trouver des formes d'épanouissement, expliquer qu'on a été accroché, et en effet, en s'étant bien renseigné par un cours, par une histoire qui. Voilà, et il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, il y a aussi une forme d'acceptation naturelle du jury, à ne pas avoir que des êtres absolument exceptionnels et qui ne rêvent que d'être contrôleurs de gestion. Voilà. Et là aussi, quand je parle de fausse motivation, on tombe souvent aussi sur des idéaux trop types. On dit souvent toutes les filles qui veulent, et c'est malheureusement encore le cas, toutes les filles qui veulent aller être chef de produit dans la culture, marketing. dans le oui, ou dans les vêtements, le cosmétique, et les garçons qui veulent faire de la finance dans les Big Five ou les Big Four. Voilà, ça on tombe dans quelque chose d'un peu de ridicule, et par contre, c'est vrai qu'on peut se tromper de motivation, et c'est vrai qu'on peut être porté par une motivation qui est celle alors, de ses parents, ça c'est très courant, de ses copains et de ses copines aussi, et là, c'est peut-être un service à vous rendre de vous dire, non, c'est pas chez nous que vous trouverez le chemin que vous vouliez avoir. Et des fois, ça peut être un soulagement pour l'étudiant. Pour revenir à toi, Léa, je crois que après effectivement ce premier accompagnement, tu as décidé de refaire appel à réussir son oral, effectivement, et à un coach pour t'accompagner, pour trouver un job. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et comment tu en es venu à cette conclusion? Ouais, en fait, c'est 2 ans après donc avoir fait appel, à la première fois à réussir son oral. J'avais fini mon master spécialisé, j'avais fini mon stage de fin d'année et c'était en plein covid aussi, donc il y avait le stress de tout est fermé, il y a plus de job, pour les jeunes diplômés qui essaient de chercher un travail et j'étais un peu perdue. Je savais pas trop comment m'y prendre, comment chercher un travail parce que dès que je voyais une offre, il y avait évidemment énormément de candidatures parce qu'il y en avait très peu et ça m'a rendue très stressée et angoissée et je me suis dit: «Mais comment je peux m'en sortir?» parce que déjà j'ai eu des réponses négatives, j'ai eu quelques réponses positives pour passer des entretiens et ça revenait à peu près à la même chose que lors de la première fois où j'avais j'avais que ce moment-là pour essayer de réussir, pour pouvoir me donner le choix ou la possibilité d'avoir un job. Et je me suis dit: «Mais je veux vraiment y arriver». Comme j'étais hyper stressée avec le covid, je me suis dit: «Peut-être que refaire appel pourrait m'aider», puisque la première fois, ça avait bien fonctionné. Parce que quand j'avais fini le coaching, j'étais ressortie de là motivée, avec un peu plus de confiance en moi et j'en ai ressenti le besoin, en fait, de refaire appel pour pouvoir, me remotiver et reprendre confiance en moi. Ouais, c'est pour ça. Et Je pense que oui, Léa, des choses importantes, je me permets d'interrompre, c'est oui, aussi Isabelle. ces 2 années de Covid. Je disais, on est bâillonné par le système éducatif, mais c'est vrai que ça fait 2 ans que les gamins portent les étudiants, les lycéens portent un masque. C'est pas un bâillon, mais enfin, voilà, ça n'encourage pas tout cet exercice oral. En effet, tous les entretiens se sont faits pratiquement tous depuis 2 Ouais. ans par web. C'est la première année où on revient en présentiel. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait des formes d'angoisse peut-être supérieures à ce qu'il y avait avant le Covid. Ça, je crois que tout le monde en tiendra compte cette année. Ouais, c'est sûr. Mais les angoisses sont aussi bien pour les étudiants que pour les particuliers. Alors, je vois qu'il y a une question effectivement qui est posée par Claude Alexis.
manifestement, effectivement, je me permets d'y répondre en direct. Effectivement, réussir son oral, la façon de nous joindre, c'est directement sur le site réussirsonoral.com. Vous avez tout un environnement à la fois nous contacter, vous pouvez directement nous contacter. Il y a 20 coachs qui sont à disposition et aussi bien d'ailleurs, puisque ça a été fait en ce sens et nous l'avons étendu, puisque la demande existe réellement, elle est souvent implicite pour les particuliers, elle est très explicite aujourd'hui au niveau de l'entreprise, c'est très connu, pour faire en sorte d'accompagner aussi bien les étudiants que pour les particuliers. Alors, avec un petit jeu de mots, on dit de 17 à 77 ans, mais on a toujours besoin effectivement d'un coach à côté de soi, voire d'un parent, voire d'un ami, voire d'une ressource. Mais effectivement, le coaching est un métier qui permet de prendre ce recul, c'est ce dont on a le plus besoin, et d'accompagner sur tous les moments de la vie professionnelle, notamment, ces différents aspects. Autre petit commentaire, Léa, que tu voudrais nous signaler de ton parcours De mon parcours, peut-être pas forcément, mais plutôt de mes expériences de coaching, c'est que c'était déjà précurseur, les séances de coaching que j'ai faites, en tout cas, elles étaient 100% en ligne, même avant le Covid. Et au début, on se demande comment ça peut fonctionner, que ça soit en ligne et pas forcément en virtuel, alors que les entretiens étaient la plupart du temps déjà en face à face, avant le Covid en tout cas. Et en fait, la manière dont c'est structuré, alors je peux catégoriser ça en trois étapes. C'est-à-dire que la première, on était vraiment basé sur un échange sur qu'est-ce que je veux en tirer de cette session de coaching. C'est vraiment poser le but du pourquoi cette séance, qu'est-ce qu'on veut conclure de cette séance-là. Donc, le coach nous écoute vraiment et on communique et on échange. Puis la deuxième partie de la séance est vraiment basée sur donner des conseils, des informations, brainstorming en même temps. Donc moi, j'étais en charge de trouver la forme grâce aux conseils et aux outils en fait, que mon coach me donnait. Et la troisième partie de la séance, comme expliquait Alain, c'est des mises en situation. Et ça, c'était la meilleure partie du coaching. C'est-à-dire que avec toutes les informations que j'avais reçues, j'étais peut-être prête à me lancer dans le bain. Et donc, on éteignait les caméras, j'avais 5 minutes pour me préparer. On commençait un faux interview, on va dire. À la suite de ça, donc mon coach me donnait des commentaires, des feedbacks pour que je puisse m'améliorer. On refaisait ça jusqu'à que j'arrivais à un résultat correct et que je sois en possession de mes moyens, en fait, pour repartir et réussir, en tout cas, l'entretien du mieux que je pouvais. Ouais. Et ça a été, je crois, sur 4 heures la première fois. C'était le parcours standard que tu avais Ouais. choisi. Et à la fois complètement en visio. Justement, parce que des fois, il y a des questions sur la visio, un accompagnement visio par rapport à présentiel. Comment tu as vécu la chose, effectivement, parce que tu étais à distance, parce qu'on reçoit effectivement des étudiants un petit peu partout en France. Et toi, qui as vécu ça, effectivement, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à cette partie visio de la Mais préparation? comme je disais, au début, je me dis: «Est-ce que ça pourrait être aussi impactant qu'un coaching en face à face?» On voit peut-être un peu mieux la gestuelle, on voit la personne, comment elle interagit. Mais en fait, ça n'a rien changé du tout, parce que comme on était vraiment en un échange, l'échange était transparent, était vraiment ouvert et donc si je donne confiance à mon coach a aussi confiance en moi et il y avait une sorte de bonne communication. Donc ça m'a pas perturbée ni, désavantagée ou quoi que ce soit en virtuel. Je pense que même que c'était un bon entraînement pour ce qu'on a vécu ces 2 dernières années avec le Covid, quoi. Ouais.